Quand j'étais petit, je croyais que les super-héros portaient des capes. En grandissant, j'ai compris que certains portent en fait des claviers. Un distinguished engineer, c'est un peu ça. C'est pas là pour sauver le monde à coups de punchline, mais pour tenir la structure technique d'une boîte à bout de bras, dans l'ombre, mais avec une influence de géant. Mais alors, qu'est-ce qui différencie un expert d'un leader technique? Comment passer du clavier au mentorat sans tomber dans le piège du micromanagement? Et surtout, comment construire de l'autorité sans jamais l'imposer? Pour répondre à ces questions de haut vol, je ne reçois pas Bruce Wayne, mais il s'y connaît en double vie entre code et influence. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors Je Emmanuel, pensais que tu allais dire Chuck Norris, tu vois. c'est vrai que ça Ça aurait aurait été une pu, bonne hein. ref aussi. Ouais. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais, du coup, moi, je suis Emmanuel Bernard. Je travaille chez Red Hat dans l'open source depuis, je crois que j'ai passé les 20 ans en 1er mai, je vais Ok. faire 20 ans. Donc, entre la boîte qu'il y avait avant qui s'est fait racheter, etc., etc. Donc, ça fait un bail, mais la plupart de mon boulot en open source et dans la communauté Java de manière générale, dans ce qu'on appelle le middleware. Donc, j'ai bossé sur Hibernate, qui est un outil de mapping objet relationnel. Donc, on parlait de clivant. Alors, dans les années 2005-7, c'était des débats intéressants. Ensuite, j'ai aidé un certain nombre d'autres projets. Et puis, le gros en date dernièrement, c'est Quarkus, qui est une stack applicative Java, orientée développement plus moderne, microservices, mais pas que, avec une expérience à la PHP, c'est-à-dire on change quelque chose et on rafraîchit la page du navigateur et on voit tout de suite le résultat, ce qui pour les développeurs Java était un peu alien. Enfin, ceux qui avaient fait du Play à l'époque le connaissaient, mais donc on a complètement pompé ça. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait un Kafka as a Service pour Red Hat aussi, au niveau géré par les équipes Red Hat, mais pour les clients. Et puis, je suis podcasteur aussi, du coup, à mes temps libres. Un truc qui s'appelle Les Cascodeurs, qui est un vieux podcast. Effectivement. Que tu fais sans interruption depuis presque 10 ans, je crois, non? Quelque chose comme ça? Plus que 10 ans, ouais. Ah. On a fait le 10 ans il y a quelques années maintenant. Donc, Ok. je saurais plus te dire 2008-2009, je crois. Ok. Alors, l'histoire, elle est rigolote. C'est que je travaillais aux États-Unis et puis je voulais rentrer. Et puis j'avais l'impression d'être trop orienté. La boîte dans laquelle je travaillais s'appelle JBoss. Et je me disais, bon, je connais les technos JBoss, mais j'ai l'impression d'être juste dans mon microcosme. J'aimerais bien faire de la veille technologique. D'ailleurs, c'est marrant, en anglais, il n'y a pas de mot équivalent. Donc, Ouais. faut le chérir, ça. Et la veille techno, je me suis dit, bon, je vais la partager. Ça ne doit pas être bien compliqué. Et du coup, les podcasts, c'était vraiment les débuts des podcasts. Les premiers, ils devaient être peut-être 2 ans avant ou quelque chose comme ça. C'était vraiment nouveau. Et du coup, j'ai appelé des gens que je connaissais, donc Antonio Goncalves, Guillaume Laforge et un certain nombre d'autres. Et je lui ai dit, je veux lancer ça. Ça vous dit de venir avec moi dans cette aventure? Et puis voilà. Alors, il se trouve que c'est hyper long de faire un podcast. Là, il y a plein d'outils, ça s'est amélioré. Mais au début, on faisait tout à l'huile de coude. Et du coup, je crois que je passais 4 fois le temps d'un épisode. C'est-à-dire, tu avais un épisode d'1 heure, j'avais 4 heures de travail entre le mixage.
Mais en plus, comme je suis un peu maniaque, il fallait que le son soit bien, etc. Donc, On bref. connaît. Ouais, Top. Donc, effectivement, tu as créé le podcast 10 ans avant que moi, je crée le mien. Donc, c'est d'accord. ça mon référentiel des 10 ans, en fait. C'est que moi, quand D'accord. j'ai commencé, vous aviez effectivement déjà vos 10 ans. Donc, aujourd'hui, tu as ce rôle de Distinguished Engineer Ouais, chez Red Hat. ouais, Avant de voir comment est-ce que tu en es arrivé là, est-ce que ce que ça représente, ouais. du coup, moi, je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu as commencé, comment tu es devenu développeur. Comment je suis devenu développeur? Bah, c'est comme toujours, je sais, il faudrait que je demande à mes parents, mais bon, un jour, un ordinateur est arrivé chez moi, je devais avoir 11 ans, 12 ans, et je sais que ma mère utilisait des ordinateurs parce qu'elle était dans la comptabilité, et donc ce truc-là arrive avec MS-DOS, et puis pas grand-chose, et je suis assez fasciné par cet outil où on peut lui demander de faire des choses et il va le faire, quoi. Donc ça, j'ai démarré là-dessus, j'ai fait mes premières bêtises là-dessus en effaçant, je crois, le config 6 ou l'auto-exec. Enfin non, en fait, il y avait je faisais dire, et puis il y avait point et point point. Et j'étais là, c'est nul. Donc j'ai effacé point point parce que ça m'énervait. Bon, bah il se trouve qu'à la racine, il y avait des outils assez utiles. Et donc je vais voir mes parents, je leur dis, je crois que j'ai cassé l'ordi. Bah, ils disent, bah, t'as qu'à le réinstaller. Et donc voilà, hop, je me suis lancé là-dedans. Accélère, toujours intéressé, toujours un mix entre les jeux, mais aller Mm. aussi comprendre, donc basique, GW basique pour ne pas le nommer, et puis Turbo Pascal, etc. Mais tout ça en 2 mois même, enfin, pas via des cours ou des choses comme ça. Et puis après, j'ai eu un peu de chance, j'ai fait une école d'ingénieur qui se trouve avoir une spécialité en informatique, mais c'est un peu tombé. Les écoles d'ingénieurs, enfin, en France, on les choisit pas vraiment parce qu'il y a le concours et Mm. après, voilà. Donc, c'est bien tombé. Et puis, j'ai rejoint Fnac.com pour monter le site Fnac.com. Alors, moi, en tant que junior, hein, il y avait des cadors qui m'aidaient à le monter. Enfin, qui m'aidaient, non. Je les aidais à le monter. Et donc là, c'est du Visual Basic, c'est du SQL, SQL Server, c'est du ASP, donc pas .NET, hein, les technos d'avant. C'est du Windows et des procédures stockées. Voilà, et donc j'avance petit à petit. Donc Visual Basic, c'est pas objet, c'est très procédural. Donc voilà, après, on bouge, on explore .NET versus Java, on tombe sur Java. Ah tiens, il y a une autre histoire sympa. Donc on tombe sur Java, et puis on regarde JDBC. Bon, c'est bien, c'est mieux que zéro, mais c'est quand même hyper bas niveau. C'est un peu pénible de coder là-dedans. Et il y a un outil pas mal qui s'appelle Toplink, qui est un outil de mapping objet relationnel Ouais. qui était en Corba, je crois, avant, ou en C, et qu'ils ont porté... Non, pardon, ouais, qui doit être en C, et qu'ils ont porté en Java. Et ils sont super forts. On part vers ça pour le prototype, et Toplink se fait racheter par Oracle. Ok. Bon. Il se trouve que au niveau de la stack, je crois qu'on avait décidé de prendre BEA en serveur d'application. On avait DB2 en base de données en dessous. Et donc, mon CTO dit il y a zéro chance que je mette Oracle au milieu. Déjà, ça va être le bordel à avoir géré BEA versus DB2. BEA était indépendant d'ailleurs à l'époque, Ouais. évidemment. Et donc, on explore, on voit ce truc Hibernate, là, un bêta, quelque chose. Et on lui dit, mais tu préfères qu'on n'ait pas de support et qu'on le fasse nous-mêmes que mettre Oracle au milieu? Il dit oui. Ok, banco. Et du coup, je me suis mis à lire. En fait, je me suis dit, il faut que je supporte pour la boîte. Donc, j'ai lu la doc religieusement. Je suis devenu une machine à répondre sur le forum. Petit à petit, j'ai fait mon premier patch au sens point patch qu'on envoyait Mhm. sur les mailing lists. Donc le premier, tu sues, en fait, tu regardes et tu le relis des heures et des heures. Ton premier patch public, c'est toujours quelque chose. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai rejoint cette équipe, j'ai rejoint une startup qui s'appelait JBoss, et JBoss se fait racheter par Red Hat, et voilà. Ok. Donc, dans le monde Java depuis un long Bah, moment. depuis 2004, 3-4, ouais. Donc, aujourd'hui, sur ce rôle de Distinguished Engineer, donc ça correspond à une track plutôt technique. Ouais. Ça a été quoi le... Tu as toujours eu cette ambition de maîtriser cet art
au sens le plus élevé du truc? Euh, Est-ce que tu t'es essayé au management ou enfin comment t'as... J'avais pas d'ambition, mais par contre, c'est une curiosité. Donc, ouais, j'ai toujours eu. Euh, et j'ai eu des phases de doute, en fait, à un moment. Parce que donc, tu travailles sur quelque chose, et puis, autant les projets, ça peut bouger, mais les produits, à un moment, bah, faut que quelqu'un continue à les gérer, même quand ça devient moins fun, ou, voilà, ou même juste on se fatigue 5 ans à être l'expert sur un objet de mapping, objet relationnel, on a envie d'explorer d'autres choses. Et cette boîte, elle est vraiment bien parce que, en tout cas, le VP me protégeait et il laissait l'espace aux gens pour aller explorer d'autres choses. Donc j'ai pu lancer, explorer d'autres idées qui ont réussi et d'autres pas, évidemment. Euh, et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je vais vers le managériat ou est-ce que j'y vais pas? Et du coup, je parle à cette personne-là et il me dit, en fait, ouais, c'est ça. J'avais envie de démultiplier un peu mon impact. Et donc, il y a la voie managériale que je me disais, bah, je vois pas trop d'autres solutions. Et donc, je lui dis, bah, je fais quoi? Je continue technique ou je fais manager? Il me dit, tu pourras toujours venir manager si vraiment tu as envie et c'est ta passion de gérer l'humain, mais reste en technique, tu seras bien, quoi. Et du coup, j'ai fait confiance là-dessus et j'ai avancé comme ça. Par contre, pour avoir mon influence un peu plus large, l'impact un peu plus large, eh ben, il faut commencer à réfléchir à un niveau derrière la base de code, quoi. Et du coup, de voir un peu, tiens, il y a lui qui fait ça, est-ce que c'est pas dupliqué, est-ce que ça a de la valeur, comment ça se connecte les uns les autres, et du coup, d'essayer de définir des îlots de plus en plus larges, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi, du coup, de prendre du recul vis-à-vis de la tech et d'essayer d'avoir cette vision globale sur qui fait quoi Mm. dans cet environnement technique, et du coup de moins mettre les mains dedans? Alors, c'est pas prendre du recul. Je dirais pas prendre du recul par rapport à la tech, parce que pendant longtemps, j'étais vraiment sur la tech, genre à définir je sais pas, la stratégie, mais au sens technique, ou l'architecture au sens technique, que je vais quand même appeler ça tech. Euh, Par contre, effectivement, quand on se met à réfléchir à 2, 3, 5 produits et de voir un peu ce que tout se passe, on peut moins être dans le cambouis tous les jours sur quelque chose, de moins en moins. Surtout parce qu'en fait, on devient le point bloquant de l'équipe. Parce que si on se dit, tiens, je prends ce sujet et puis que pendant 2 mois, il se passe rien, ben, en fait, on gêne les autres. Hmm. Du coup, c'est vraiment le paradoxe. Ou même, tiens, je vais revoir cette pull request, on lance des commentaires et puis on s'en va. Donc, j'ai une collègue qui nous dit, faut pas lécher le cookie. Donc ça, c'est je lèche le cookie, puis je me barre, et du coup, tout le monde est là. Mince, qu'est-ce qu'on fait de ces commentaires, quoi. Donc, il y a un travail ouais, de distance, même si c'est vraiment le cœur de ce qu'on aime faire. En fait, que ça soit manager d'ailleurs ou monter dans les strates techniques et avoir des choses plus larges, et tu dois avoir l'expérience aussi, c'est que la boucle de plaisir, elle est très différente. Hmm. La première, c'est... Alors moi, j'ai des phases de dépression dans mon code tant qu'il marche pas, et je suis là, il faut que je me sente pas bien avant de trouver le problème. Et au final, non, ça va bien, mais au milieu, c'était la fin du monde. Mais tu as ce cycle avec la barre verte qui arrive et qui avance, qui est un plaisir Hmm. quasi immédiat, quoi, très, très rapide en tout cas. Le plaisir, si tu vois, à l'extrême d'un CTO, ben, c'est qu'il a lancé des pitchnets qui, 1 an, 2 ans, 5 ans après, font qu'on est au bon endroit versus le mauvais. Donc, la boucle de plaisir, c'est pas la même, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une transition difficile. Ouais. Et tu penses avoir réussi à la mener ou tu as besoin parfois de revenir à ce plaisir d'aller Euh, se confronter à du code un non, de peu... temps en temps, j'ai besoin de... Je t'avoue que ça m'est arrivé un peu moins là, mais c'est pas tant... j'ai un besoin de faire, Hmm. ou de comprendre, ou de... Je sais pas, il y a un truc c'est pas vraiment du physique, parce que je suis pas... je me couperais si j'avais un cutter dans les mains, mais j'ai besoin de faire. Et voilà,
quelqu'un me disait qu'il y avait des tâches qui te donnaient de l'énergie et d'autres qui t'en prenaient. Et donc, ça fait partie des tâches qui me donnent de l'énergie. Ma façon de le faire, elle est... comme toi, j'ai un peu pas mal scripté mon podcast. Alors, c'est du bash, des mélanges de trucs et de machins. J'ai le podcast qui me permet d'avoir des super conversations avec des gens et de me forcer à rester à la... au niveau, en tout cas, à la pointe pas de la connaissance, mais de l'information, on va dire. Pas pareil, information, connaissance. Voilà. Et par contre, j'ai un doute que je vais appeler sain. Mais bon, après, quand tu le ressens, c'est pas forcément ça. Mais quand je rentre dans des conversations et que j'amène des hypothèses, etc., je vais quand même des fois aller redemander aux gens, mais ok, t'as pensé quoi? Est-ce que j'étais complètement stratosphérique et il n'y a aucun rapport? Et voilà, du coup, j'essaie vraiment de valider que ce que j'amène, c'est de la valeur, même si je travaille à des couches de pensée un peu différentes de la personne qui va concrètement implémenter, je sais pas, telle feature, quoi. Je sais pas si c'est hyper clair. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que tu crois que c'est ça la secret sauce d'un expert? De douter. C'est de douter, de savoir se remettre en cause en permanence? Ouais, alors c'est stressant. Non, vraiment, la vraie secret sauce, c'est d'être curieux. Parce qu'en fait, si t'es pas curieux, tu te mets à rester sur tes acquis. Et puis, à ce moment-là, tu dis, ben moi, à mon époque, on faisait l'architecture en 3 étages, en 3 tiers, comme on disait. Et ça marchait très bien. Tiers, et ça marchait très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si tu mets un 4 tiers? Ah ouais, c'est pas des tiers, c'est des tiers qui sont des étages. Enfin, bref. Voilà. Et du coup, tu te mets à... Non, en fait, le vrai risque, c'est que tu te mets à avoir des modèles mentaux que tu vas essayer de réappliquer sur les nouvelles techno. Et à un moment, tout modèle est imparfait par rapport à la réalité, y compris notre façon de penser. Mais si tu restes figé, tu vas t'éloigner de plus en plus et tu vas croire que tu es encore à la page alors que plus du tout. Voilà. Du coup, ça, c'est le truc qui me fait vraiment peur. Ouais. Et c'est pour ça que je creuse et je suis curieux et je veux comprendre, en fait. Mais en même temps, vu ton rôle, quand un développeur ou une développeuse junior vient te voir, c'est parce qu'ils savent certes que tu as de l'expérience, mais que tu as aussi des convictions et que tu vois, comment tu doses cette notion entre la conviction et l'incertitude? Ouais, ça c'est un... Alors, déjà, comme je doute moi-même, je me mets dans les baskets de l'autre personne et de ses arguments, d'accord? J'arrive vraiment à être limite convaincu de l'autre argument, et après revenir à mon argument et de faire ça. Donc ça, c'est important de pas dire c'est mon idée, du coup c'est la bonne, en fait. Donc il faut se séparer. Ça c'est un travail de développement personnel, mais on n'est pas son idée, on n'est pas... voilà. Et donc, On n'est pas son code. on n'est pas son code, voilà, ça c'est hyper important et ça vous permet de vivre super bien quand des choses évoluent, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que je vais essayer de demander aux gens, mais en fait, donc tu prends ce choix-là. Je vais pas forcément te donner mon choix d'ailleurs initialement, je vais attendre. Mais même si je le donne, à un moment, je dis voilà mes arguments, mais toi, quels sont tes arguments? Et du coup, on va aller creuser. Et souvent, on va me dire, ça fait peur. C'est surprenant. Ouais. Et souvent, on va tomber sur un truc et oui, mais moi, j'ai fait ça à cause de telle raison que je pense être importante. Et là, on dit, ah, ok. Donc, en fait, est-ce que je suis d'accord avec cette décision-là ou est-ce que je suis pas d'accord? Si je suis pas d'accord, c'est que je lui ai pas donné les conditions initiales, les objectifs initiaux qui sont super corrects. Donc, je vais aller reculer d'un cran, réfléchir au pourquoi ou quelle est ma condition vraiment importante. Est-ce que c'est la perf plutôt que la... Tiens, on prenait l'exemple de Kafka as a Service. C'était plutôt... c'est censé marcher, oui, mais quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc moi, j'avais ce marteau-là où je reposais toujours les questions. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on débranche ceci et cela? Du coup, c'était... Et après, je leur expliquais, voilà, ça, c'est mon objectif. Après, comment vous le résolvez? Je suis prêt à... Enfin, on va négocier et ça va bien se passer. Donc, il y a vraiment qu'on appelle ça,
des collines sur lesquelles tu décides de mourir et d'autres pas. Donc, tu en as où c'est des choix stratégiques. Tu sens que tu as quand même souvent des silos dans des décisions ou dans des choix. Donc, quand tu veux aller au-delà, tu vas peut-être avoir une raison stratégique que tu peux décrire, mais qui ne va pas forcément être comprise ou acceptée. Enfin, elle peut être entendue tout en n'étant pas d'accord. Voilà, ça serait l'idéal en termes de décision. S'il y a, pas incohérence, mais s'il y a disagreement, désolé, j'ai le mot anglais qui vient. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'axe que tu prends, c'est qu'au final, la fameuse colline sur laquelle tu décides de mourir ou pas, au final, c'est pas une colline technique. Toi, tu dis pas, ta colline, c'est pas de dire Java est la meilleure techno. Tu choisis de dire, moi, mon focus en ce moment, c'est que ça fonctionne, même quand on débranche tout, ou c'est de dire, je veux que mon code, il fonctionne dans 10 ans. Enfin, tu vois, Des fois, tu ça fais des peut. choix, en fait, qui sont très stratégiques, au final. Ouais. Ouais, mais des fois, ça peut être quand même un choix technique. Et je vais te donner un exemple. Alors, j'espère qu'il y a prescription maintenant, mais euh, pour ceux qui font du Kubernetes et des opérateurs, la plupart sont écrits en Go. Et Go, c'est super bien. Tu peux décrire les structures qui représentent ton JSON ou ton YAML, pardon, nativement. Et les gens qui écrivent en Go, du coup, ont moins fait l'effort d'avoir un SDK multilangage, en fait. Il y en a, mais c'est toujours un peu à la traîne, etc. Et on sort Quarkus, qui, en termes de consommation mémoire, de temps de démarrage, est comparable à une application en Go, qui était on voyait beaucoup d'utilisateurs et de clients qui partaient de Java et qui allaient vers d'autres langages, soit du Node, soit du Go, etc. Donc Quarkus est là pour adresser ce problème-là. Et puis on se dit, notre boîte, elle est basée sur Kubernetes, OpenShift en l'occurrence. On veut que Quarkus puisse écrire des opérateurs. Donc à un moment, je vais voir l'équipe et je leur dis, écoutez, il y a l'équipe Quarkus qui a écrit le SDK qui a écrit et intégré le SDK pour faire des opérateurs. Ça serait bien d'écrire votre opérateur en Java, comme ça ils apprennent de votre expérience, vous aidez à faire monter la techno, et puis comme stratégiquement c'est ce qu'on veut pousser, ça serait bien. En même temps, c'est une décision qui n'a pas de sens techniquement. Ça serait plus simple de juste prendre le Go et de le faire en Go. Leur opérateur, ils ont Stack Overflow à gogo, et celui-là, c'est un de ceux où je suis le moins fier, qui a été vraiment compliqué pour moi de faire ce choix. Donc j'ai ce qu'on appelle j'ai ce qu'on appelle le marteau du leader. Des fois, je dis, décision arbitraire, désolé, je la fais. Celle-là, elle m'a retourné le ventre, quoi. Et en même temps, alors j'ai peut-être pas bien compris l'histoire, mais tu décris quand même ce qui t'a amené à prendre cette décision-là, c'était pas de dire Java est la meilleure techno à tout prix, c'est qu'il y avait une volonté de faire monter en compétence d'autres personnes et de mettre en avant. Donc tu étais quand même sur une décision stratégique. Il y avait une optimisation de ce qu'on appelait le portfolio, c'est-à-dire de la stack globale Red Hat entière. Ouais. Donc tu vois, tu es quand même sur un truc un peu stratégique de se dire le choix est pas tant technique, c'est juste que ça s'inscrit dans une stratégie globale, il y a un objectif qui est donné, et en fait, on choisit le bon outil dans cette stratégie-là. Et si effectivement tu veux limiter les technos, même si les gens te disent Java n'est pas la bonne techno, oui, mais en fait, comme on ne veut pas en avoir 22, on reste sur du Java. Ouais. Il y a ça, et il y a... Parce qu'en fait, c'est un bon point, c'est que pour justement, ça peut s'appeler staff engineer d'ailleurs, ou distinguished engineer, le point, c'est qu'il faut quand même bien comprendre le métier et comprendre ce qui empêche le CEO de dormir la nuit, de bien comprendre ça et d'essayer de voir comment techniquement on peut aider à faire la différence, à faire de l'impact. Du coup, bien comprendre la stratégie, se la faire comprendre, aller questionner, aller les embêter si c'est flou, ce qui est souvent le cas initialement, c'est hyper important. Ok. C'est quoi donc le rôle d'un distinguished engineer au quotidien ? Quotidien, c'est beaucoup de parler aux gens. Parce qu'en fait, il y a non seulement c'est beaucoup d'absorber ce qui se passe pour savoir où ça va, où chaque équipe va. Ensuite, il y a beaucoup de parler aux gens parce qu'il peut y avoir des gens qui ont des demandes sur toi. Alors, ça peut être technique, mais ça peut être aussi
j'ai pas trop envie d'en parler au manager, mais voilà voilà. Du coup, il y a un mentorat très humain aussi là-dedans. Et puis alors, il y en a qui peuvent rester en boucle comme ça en un pour un, en conversation une à une, tu vois. Hmm. Le problème, c'est que moi, je préfère passer à l'échelle. Donc, j'ai tendance à écouter comme ça, mais en général, retranscrire par un email à des gens plus larges, en généralisant le problème, en poussant. C'est ma façon euh, d'amorcer la pompe de la culture. D'accord? Donc je vais pousser ça, je demande aux gens d'arrêter de Slack, en tout cas de résumer ça au moins dans un email, voire dans un document qui peut être lu un an après et pour se rappeler de ce qui se passe. Voilà, je suis assez, j'ai des opinions là-dessus. Euh, et puis l'autre truc du Distinguished Engineer, c'est que ben il n'y a pas vraiment grand monde qui peut lui dire quoi faire, quoi. T'as peut-être le CEO qui dit bah voilà moi j'ai tel problème, ou le CTO qui dit voilà j'ai tel problème, est-ce que tu peux aider? Mais à un moment, c'est à toi de trouver les points où tu penses qu'il y a un problème ou que quelque chose doit être amélioré. Et donc c'est souvent en regardant un petit peu les différentes équipes de voir qu'il y a des silos, qu'il y a peut-être des trous, justement des sujets qui sont pas pris parce que justement c'est entre deux silos, et d'aller pousser le sujet. Bah, avec ton sourire, parce que tu n'as pas forcément d'équipe, mais il va falloir convaincre les gens de bosser un peu à la marge, ou pas à la marge d'ailleurs, pour toi, de convaincre d'investir là-dessus. Donc soit le product manager, Ouais. soit les équipes techniques, soit... Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu passes beaucoup de temps en réunion? Ou au final, c'est quand tu parles de Ouais, discussion comme ça en one-to-one, c'est de la réunion qui est programmée, qui est récurrente? Ou ouais. ça passe par beaucoup d'informel? Je vois pas trop la différence en fait. Bah, pour moi, l'informel, c'est en gros, tu te balades dans les bureaux et tu discutes avec Ah les ouais, gens et tu échanges et tu découvres un peu ce sur quoi les gens font. Le one-to-one, c'est on a chacun un créneau dans notre ouais, ouais. agenda qui est prévu pour, et on a un ordre du jour, un objectif. Hein, tu Alors connais le. j'adorerais me balader dans les bureaux, sauf que nous, il y a des gens aux US, des gens en Hmm. Europe un peu partout, donc je peux pas. Mais du coup, nous, on était déjà en mode Covid avant le Covid, de par la nature de la boîte et des équipes. Euh, donc, ce que j'avais, c'était... Déjà, je me gardais un jardin secret. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux faire tes 10 heures de réunion par jour. Et moi, j'ai besoin de temps d'absorber, d'écrire, de penser à d'autres choses. Du coup, j'essayais de limiter. Donc, mes matinées en Europe étaient plutôt protégées. Les après-midi, c'est le bordel parce que tu as l'Europe et les États-Unis en même temps. Donc, juste petit conseil, ne faites jamais un Européen qui gère des équipes en Asie et aux États-Unis, parce qu'en fait, il n'a plus de vie après. Donc, il y a des burn-out qui arrivent. Euh, donc, je me protégeais quand même du temps. Mais sinon, j'avais du 1 à 1 avec un certain nombre de gens, que je limitais à peut-être 10 personnes max. Parce qu'en fait, 10 personnes max, une demi-heure et toutes les semaines. Ça, il y a je crois que c'est les outils du manager. Il y a un podcast sur les trucs managériels. Je ne sais pas s'il le continue, mais qu'il y a des trucs intéressants sur le one-on-one qui dit vaut mieux le faire de manière fréquente pour éviter des interruptions en dehors des moments où on se réunit. Du coup, on écrit les points dont on veut échanger et puis on y va. Donc il y a ces 1 à 1 qui sont pas formels, qui sont plutôt vas-y, dis-moi ce que tu as sur le cœur, moi je te dis ce que j'ai comme sujet et puis on voit. Donc ça, c'est pas du tout cadré. Ceux qui sont cadrés, c'est quand tu as des réunions à enfin, 3, 4, 10 Hmm. personnes ou plus, parce que là, tu dis, mince, on perd vachement de temps potentiellement. Donc là, j'ai tendance à animer, donc le podcast, ça aide, mais j'ai tendance à animer les meetings en disant, bah voilà, l'agenda, on peut le faire évoluer, mais voilà, en gros, on va se donner 12 minutes et 30 secondes sur celui-là, ensuite sur ça, un parking lot. Et du coup, là, je suis assez rythmé et j'ai un don, j'arrive à écouter et écrire en même temps, ce qui fait que pendant longtemps, je prenais moi-même les notes. Maintenant, on essaie de faire des rotations, qu'il y ait des gens qui prennent ce lead-là aussi. Mais du coup, à la fin, tu n'es pas obligé de réécouter l'enregistrement. Juste avec les notes, tu as déjà beaucoup d'informations. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans ce planning que tu donnes, c'est qu'à aucun moment tu as parlé d'écrire du code, tu n'as parlé d'aucun aspect de techno.
Et pourtant, tu es sur un niveau d'expertise technique Ouais. qui fait que tu as quand même besoin aussi de t'enrichir techniquement. Parce que tu peux pas, t'arrives pas à ce Ouais. niveau-là juste en discutant avec des gens de la pluie et du beau temps. Ouais, mais après, tu vois, une des grosses réunions, une des gros trucs que j'ai fait, c'est de créer animer une communauté d'architectes dans la boîte, notamment quand on faisait le Kafka Manager. Et donc cette communauté d'architectes, en fait, c'était ouvert à tout le monde en vrai, mais après, j'avais besoin de gens avec qui j'étais sûr qu'ils allaient venir tout le temps. Et donc, il y a une mailing list idéal. Après, il y a une réunion toutes les semaines de 3/4 d'heure, 1 heure, où on met des sujets, mais tout ce qu'on peut traiter dans la mailing list, c'est mieux parce que tout le monde peut le prendre au moment où il est réveillé et actif. Les réunions, c'est un peu plus problématique, donc c'est vraiment pour débloquer des choses. Mais ça peut être des sujets très techniques. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'étais dans toutes les mailing lists possibles et imaginables. Alors, les Slack, c'est là où j'atteins ma limite, c'est que tu peux pas suivre des conversations où il y a la pluie et le beau temps mélangés à une décision technique. Ouais, c'est ça, c'est le bordel. Et après, j'étais là, ça, c'est un super sujet. Je pense qu'il faut le faire remonter pour que les autres apprennent. Et moi aussi. Ou alors, quand je vois un truc où je me dis, bon, mes Spider-Sense, ils commencent avoir un peu des doutes. C'est là où je vais venir et je vais dire, vas-y, explique-moi comment ça se passe, quelle était la décision, pourquoi vous êtes arrivé à ça. Et donc, je joue le naïf ou l'idiot, non pas l'idiot, mais la personne naïve, curieuse. D'accord. Et en fait, ce qui va se passer, si tu arrives bien et si l'autre personne est ouverte, c'est qu'elle va t'expliquer les raisons et après, elle va peut-être se dire, en fait, c'était peut-être pas forcément le bon choix. Ou alors, toi, tu vas être convaincu que le choix, il est correct parmi les contraintes que toi, tu sais avoir. Voilà. Donc ça te permet d'aller quand même zoomer Ouais. techniquement sur les trucs. Tu joues le rôle du rubber duck Ouais. pour tout le monde. C'est ça. Je suis payé beaucoup plus cher qu'un rubber duck, donc peut-être qu'il faudrait optimiser. Sauf que le rubber duck, il te renvoie rien, le rubber alors duck. le rubber duck déjà il te renvoie rien, et ensuite il faut faire la démarche, c'est-à-dire faut se dire qu'on a un problème, d'accord, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc là, il faut aussi peut-être amener les gens à se dire, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision, est-ce qu'on a un problème ou pas. Et c'est là où on en parlait un petit peu, mais d'avoir une connaissance vraiment d'un peu généraliste, technique, d'un peu toutes les couches. Alors, je ne saurais pas t'optimiser un switch, mais on en parlait là. Je sais faire la différence entre TCP et UDP et ce que ça veut dire. Du coup, peut-être que ça a aucun intérêt, ou il se trouve que dans le Kafka as a Service, il y avait un proxy et qu'il y avait des conversations un peu autour de ça. J'ai pas besoin de tout savoir, mais j'ai une culture assez générale et assez sur les fondamentaux pour pouvoir me dire, mais est-ce que ça a du sens et du coup, au moins de poser les bonnes questions pour faire avancer les sujets. Ouais. Voilà. Et pareil, retour, demander aux gens comment vous avez vu, est-ce que ça a de la valeur ce meeting ou pas. Et c'était plutôt positif à ces moments-là en tout cas. T'évoquais juste avant le fait que donc, tu vas voir des gens, tu leur poses des questions parce que tu as besoin de comprendre un truc et du coup, ça leur permet effectivement de jouer des choses, mais c'est aussi faire en sorte que les gens sachent quand venir te voir. Comment tu fais justement pour créer cette zone d'influence et que les gens sachent qu'ils peuvent venir te voir et en même temps de pas non plus que attendre qu'ils viennent te voir parce que parfois, si les gens viennent pas te voir, c'est peut-être que justement ils sont en train de cacher quelque chose. Ouais. Tu sais ce qu'on dit, hein, je sais pas si tes parents aussi, mais quand tu n'entends plus tes enfants, c'est là où il faut s'inquiéter en fait. C'est ça. Déjà, c'est un travail constant parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les humains qui sont aussi informaticiens, ils ont tendance à pas forcément vouloir sortir et poser des questions. Voilà, la curiosité, c'est vraiment à chérir. Et après, il peut y avoir la curiosité un peu pénible où les gens posent 5 milliards de questions et t'apprends pas, mais il y a la curiosité qui, en fait, en vrai, fait avancer tout le monde. Quand je pose une question dans une réunion, des fois, je connais la réponse, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément suivi l'enchaînement de conversations. Du coup, je vais la poser et ça je ne sais pas combien de fois
les gens qui écoutent, là, vous vous êtes retrouvés dans une réunion et quelqu'un disait quelque chose, vous dites, oh là là, ça a l'air très compliqué, ça a l'air très avancé, mais je sais pas trop, j'espère que... Enfin, je comprendrai plus tard. Et en fait, non, c'est maintenant qu'il faut comprendre, quoi. Et euh, ça se trouve, c'était du bullshit aussi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent, les experts, ils sont pas si experts que ça, quoi. Il faut vraiment aller à... Ils appellent ça au first principle, comme ils disent en anglais, d'aller creuser. Et du coup, tout le monde s'élève dans la conversation. Du coup, j'ai oublié ta question. Mais... C'était comment tu fais pour créer ta zone d'influence, Ouais, alors la donc zone... pour savoir ce que les gens font et aussi que les gens Ouais. sachent quand venir te voir. Bon, déjà, faut pas être le tyran, quoi. Donc ça aide d'être quelqu'un d'ouvert ou la porte. Mon calendrier est ouvert. Donc moi, j'ai un calendrier littéralement où il y a tout affiché. Ils peuvent dire, tiens, c'est hyper important, est-ce que je peux passer par-dessus tel rendez-vous, par exemple. Donc ça, c'est un premier truc, c'est d'être... de montrer, de pas être dans le jugement, de pas être dans je suis plus fort que toi, enfin je suis au-dessus de toi, du coup c'est moi qui prends la décision, d'être vraiment dans le mode je suis là pour vous aider d'essayer d'amener de la valeur, quoi. Donc une fois que tu as ça, déjà il y a plein de gens qui vont être plus enclins à te dire quand quelque chose se passe pas très bien. Genre tiens, enfin ça peut être tu vois, l'exemple que j'ai, on avait un moment un truc pour vérifier qu'on faisait pas 5000 fois les mêmes choses. Donc, on avait des projets, enfin, on déclarait les projets qu'on démarrait, des choses comme ça. Il se trouve que c'est devenu beaucoup trop Fastidieux. procédural. Enfin, c'est devenu le. Bon, j'ai plus les mots là, mais ça servait vraiment à. Enfin, ça amenait beaucoup plus de négatifs que de positifs. Du coup, personne ne va rien te dire parce que tu es t'es le bras droit du boss, etc. Donc, sauf si tu as amené cette culture d'être ouvert, d'entendre et de dire, OK, merci du feedback. Peut-être je peux pas réagir tout de suite, mais voilà ce que je vais essayer d'y penser dans les X temps, quoi. Donc, il y a ça. Et l'autre façon, c'est que naturellement, les gens ne vont pas forcément tout te dire. Du coup, faut aller zoomer, faut aller plonger dans une équipe. Alors, à l'époque où les gens utilisaient des mailing lists, c'est beaucoup plus pratique parce que tu peux voir les choses, poser les questions ou voir des signaux faibles. Le 1 à 1, c'est un très bon outil pour justement dire tiens, il y a tel sujet qui m'intéresse en général, vous avez eu des problèmes de ce type-là. Et là, ouais, effectivement, il y a eu ça. Et du coup, de sortir des sujets. Que moi je vais généraliser derrière, tu vois, genre j'ai eu un feedback super intéressant, alors je vais pas forcément nommer la personne, ça dépend si c'est positif, négatif, etc. Et j'étais, enfin, j'écrivais des trucs que j'appelais des mémos, c'est-à-dire genre ok, bon, la philosophie du projet, c'est quand j'étais sur Quarkus, c'était ça, j'écrivais des philosophies du projet, je faisais beaucoup de rappels, genre les API simples et utilisables, la consistance de la configuration, parce que c'est tellement facile de se dire ah ouais, c'est un peu compliqué là, juste pour cette extension, pour ce plugin, je vais le faire différemment. Donc rappeler aux gens ça et de leur donner la compréhension, le pourquoi, les principes généraux, ce qui fait qu'ils sont autonomes pour prendre les bonnes décisions. Ok. Voilà. Et après, bon, il faut faire confiance aussi. Sur ton rôle de Distinguished Engineer, donc tu n'as pas de management, donc après tu n'as pas de gens qui te reportent directement. Non, alors il y en a, mais nous on essaye de séparer vraiment les deux tracks. Donc ces fameux 1 à 1 que tu fais, comment tu choisis ces gens c'est-à-dire que chaque semaine tu vois des gens différents et du coup tu vois les gens une fois par mois. Comment tu... Non, moi j'essaie de... En fait, tu te crées un réseau, quoi. Du coup, tu te dis, voilà, Enfin, il se trouve qu'après, je les reproduis dans un truc un peu plus structuré, mais à la base, tu dis, ok, je pense que cette personne, c'est un agent influent ou c'est quelqu'un qui peut aider, voilà, l'agent du changement, ils appellent ça dans certaines littératures. Et donc, tu te connectes à ces gens-là. Et s'ils sont OK de passer une demi-heure avec toi toutes les semaines, eh ben, c'est là où tu peux te connecter. Mais c'est à toi de faire ton marché. Et il y a des gens techniques, mais il va y avoir aussi peut-être des gens, je sais pas, du marketing, de la vente ou des execs pour recevoir aussi les contraintes business. Sinon, tu restes que dans ta partie tech. Ok. Voilà. Tu as évoqué aussi tout à l'heure, tu as parlé de TCP/UDP en référence à une conversation qu'on a eue avant de commencer l'enregistrement.
Sur ces tracks d'expertise technique, alors je sais pas, donc aujourd'hui tu es senior Distinguished Engineer, je sais pas si c'est le grade le plus haut qu'on peut... Il y a un truc qui s'appelle Fellow, que personne n'a aujourd'hui. Alors maintenant, on peut plus faire ce genre de référence, mais il y a un moment, il y a une grille assez claire de voilà ce que tu dois être capable de faire Mhm. pour commencer ton package de promotion. D'accord? Alors, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et donc, dans Fellow, il y en avait un où il y avait marqué marche sur l'eau, tu vois. Ok. Donc, c'est une référence sympa, mais bon, qu'on peut plus trop faire, Ouais, en tout cas dans difficile. les boîtes américaines, c'est Euh, compliqué. Ma question c'était, donc tu es sur un niveau d'expertise technique, euh, je- je- il y a une complexité dans notre métier, c'est que, enfin, j'ai essayé de formuler ma question, mais Vas-y, vas-y. c'est parce que devenir expert technique d'un sujet, c'est-à-dire qu'en fait, tu es de plus en plus expert du sujet. Ouais, Sauf que dans notre métier, pour être de plus en plus expert d'un sujet, en fait, il faut être de plus en plus expert de plein de sujets différents. On parle effectivement ouais, de TCP UDP. ouais. Tu peux pas être un expert Java sans connaître effectivement la différence entre TCP et UDP, parce qu'il y a forcément un moment, ça va popper quelque part. Mais pourtant, enfin, il y a un côté réseau, il y a un côté Java, c'est des métiers très différents. Comment tu gères la précision de ton expertise et en même temps l'ouverture de ton expertise? C'est au feeling en vrai. Tu vois, par exemple, si tu me poses des questions, ne serait-ce qu'un peu trop juste au-dessus de basique sur le front, tu vas voir que j'ai des limites à mon expertise très fortes. Après, il se trouve que je suis dans une boîte, le middleware, où c'est pas ça qu'on va vraiment pousser, quoi. Donc, il y a un peu au feeling. Il y a un moment, déjà, il y a des... Donc, si ton moteur de curiosité est assez fort, il y a plein de choses que tu vas vouloir comprendre. Par exemple, Kubernetes, ce truc... enfin, je dis pas ça négativement, mais c'est un monstre de complexité, quoi. Je sais pas comment un jeune qui arrive de l'école, il faut qu'il ait un langage, une stack, il apprenne les architectures microservices, qu'il sache Kubernetes et les 10 abstractions clés, sans parler des autres trucs au-dessus. Donc je sais même pas comment ils font les gens maintenant. Moi, Hmm. j'ai eu la chance de grossir ça graduellement, entre guillemets. Euh, donc il y a vraiment un côté curiosité qui va t'amener, puis il y a des choses que tu vas devoir dropper, ou tu vas savoir que telle autre personne, elle est bien plus efficace là-dessus. Du coup, je sais pas, moi, par exemple, le réactif, c'est pas trop mon truc, mais il y a quelqu'un qui est brillant avec qui je travaille, et du coup, bah, vas-y, hein, tiens, voilà le tampon pour signer. Enfin, d'ailleurs, on signe pas, mais voilà. Donc Ça, c'est un c'est des trucs que je déteste, c'est les gens qui disent oh là, genre mon ADR a été si tu vois genre la liste des gens qui doivent signer une ADR quoi. Ça, je me suis battu contre ça et les gens avaient de la résistance mais je trouve ça tu vois il n'y a pas de raison que moi j'ai une valeur supérieure à l'autre, c'est le collectif quoi qui aide. oui, mais tu es quand même censé être le sachant. Donc on peut dire que en gros ta Non, signature, je suis pas le sage, je elle crois vaut pas. peut-être deux ou trois signatures d'autres personnes. Ça peut parce que je suis pas le sachant, par contre j'ai du contexte que les autres vont pas forcément avoir. Euh, je pense que il y a ça et après il y a on n'a pas trop parlé encore, mais il y a toute la partie soft skill, Hmm. qui est un truc il se trouve que j'ai développé autour du Covid, où j'ai fait une belle accélération là-dessus. J'ai eu la chance d'avoir des programmes pour m'aider là-dessus. Et ça, c'est hyper utile, parce que si tu as des bases fonctionnelles, techniques assez bonnes, que tu es OK, que tu as passé ce niveau où tu es OK de déléguer des choses et que justement il va y avoir des décisions qui seront pas les tiennes, seront peut-être pas aux petits oignons comme tu aurais fait, mais au final qui vont faire le job. Tu as passé ça. Après, si tu amènes les soft skills, les skills humaines, quoi, là tu peux avoir une grosse influence sur alors soit l'échec, soit le succès de la boîte. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu décris comme un set de compétences qui est très proche du set de skills d'un CTO. Tu vois, euh, Ouais, là, t'évoques comment déléguer la décision, ce qui fait aussi partie du rôle du CTO, c'est comment s'assurer que ton ouais, équipe elle est capable de prendre des décisions. Et c'est-à-dire que, en général, les managers sont là pour faire en sorte que les gens soient en mesure de faire. ouais, Et le CTO est là pour faire en sorte que les managers soient capables de prendre des décisions pour qu'ils ouais, puissent donner les gens. Donc toi, tu es aussi dans cette optique de
pas seulement laisser les gens faire, mais de aussi de laisser les moyens aux gens de prendre leurs décisions tout seuls. Ouais, bah en tout cas, c'est la seule façon que j'ai vue pour scaler. Tu vois, quand on dit je veux être un 10x engineer ou un 100x engineer, ben, soit tu es 100 fois plus rapide que les autres, ou tu es 100 fois plus brillant, mais c'est fatigant au bout d'un moment. Soit, ce que j'utilise, c'est tu vois beaucoup de gens au bout d'un moment qui font des mouvements browniens, donc ils vont tous dans une direction, mais globalement, quand tu regardes le système, ça avance pas. Si tu arrives à diriger les molécules plus ou moins dans la bonne direction, bah là, tu as, un effet levier fort. Donc voilà, ça fait partie de ces... Enfin, c'est comme ça que je ressens l'utilité de Ouais. de ce que je fais, quoi. Et comment tu fais pour bien déléguer? Comment je fais pour bien déléguer? Tiens, déjà, juste une différence avec le CTO, c'est que moi, j'ai pas de budget et du coup, j'ai pas de gens en dessous de moi non plus. D'accord? Enfin, c'est pas beaucoup, mais j'imagine que c'est aussi une bonne partie du travail, un peu pénible d'ailleurs, je pense. Mais voilà. Alors, comment est-ce que tu fais pour bien déléguer? Bah, il faut. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Donc, il y a du travail personnel, tu vois. Tu vas aller méditer sur une montagne. Non, j'en sais rien, mais Avant de moi, marcher sur l'eau, ça. ouais, avant de marcher, ouais, c'est ça. Ah oui, dans le désert, 40 jours. Euh, non, mais il y a. Parce qu'en fait, tant que tu es attaché, tant qu'il y a des choses qui te font bouillir pour une raison ou une autre, tant que tu es attaché à aux décisions techniques, par exemple, etc., ben, ça va être compliqué de déléguer. Donc, tu peux voir ces choses-là et le voir comme, bon, il y a un truc en moi qui gratte, d'où est-ce que ça vient ou comment est-ce que je peux m'en détacher si je peux. Donc, il y a ce travail-là. Et une fois que tu as, il ne faut pas non plus être le Bouddha, mais une fois que tu as un certain niveau, du coup, ça va être moins, ça va faire moins mal de déléguer, en tout cas si tu es très protecteur de tes décisions, quoi, comme certaines techniques peuvent l'être. Hmm. Donc il y a ça. Il y a, il y a l'outil dont je te parlais un peu avant, c'est-à-dire que tu vas dire, tiens, ok, tu as pris cette... Enfin, on va enfin, vous recommander d'aller dans cette direction. Moi, il y a des trucs qui me titillent. Du coup, je vais me poser, je vais réfléchir, je vais écrire, voilà pourquoi ça me titille, voilà où j'irai. Et puis ensuite, on commence une conversation. Et euh, du coup, quand tu entends un contre-argument qui rentre pas dans ton cadre de pensée, ben, faut reculer tu sais, les 5 why là, de Simon Sinek, c'est un nom comme ça. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé d'aller aux 5 pourquoi, mais tu recules de 1, 2, 3 pour avoir la vue globale qui est ton travail à ton niveau là, à ton niveau à toi. Et les gens ayant ce cadre-là vont pouvoir s'épanouir et prendre la meilleure décision avec plus de connaissances que toi, de toute façon, dans leur environnement. Mais écrire ça, avoir une stratégie hyper claire, c'est hyper dur. C'est hyper agonisant. Donc, je respecte totalement les CEO qui ont des stratégies assez claires et qui n'est pas bullshit, je passe d'un endroit à l'autre. Et alors, en général, enfin, pas en général, mais dans certaines boîtes, les execs, ils peuvent être très très bons. Et après, la difficulté, c'est cette stratégie au niveau, expliquée au niveau, bah, elle reste trop au niveau. Donc, il va falloir la décliner sur un département, sur une équipe, sur la sous-partie de l'équipe. Et souvent, c'est là où ça se perd, quoi. Et c'est là où, en tant qu'électron libre qui est un petit peu, c'est pas trop où le placer, tu peux aller aider un manager individuel, un directeur ou un VP pour aider à clarifier ça ou à remonter les problèmes, quoi. Tu parles donc de prendre du recul avec ces fameux 5 why, même si tu peux en faire moins. Ouais. Mais avec justement tous ces pas en arrière que tu prends, est-ce que tu as encore vraiment besoin, toi, de savoir coder? Est-ce que c'est nécessaire que toi, tu connaisses les dernières fonctionnalités d'un framework ou d'une techno en particulier? Parce qu'en fait, tu es tellement dans cette vision globale et stratégique qu'en fait, tu n'as peut-être plus forcément besoin d'avoir cette expertise hyper fraîche en fait, du sujet. Ouais. Bah, de toute façon, ce qu'on a vu, c'est que tu ne peux pas, tu peux pas tout connaître, quoi. Donc il y a des trucs
qui va être d'où tu viens. Et du coup, tu vas avoir une expertise qui va être de plus en plus vieille au fur et à mesure, sauf si tu continues à la rafraîchir. Mais à un moment, il faut accepter. Et c'est hyper dur, en fait. En fait, à part demander aux gens et d'essayer d'avoir un retour honnête, ce qui est difficile, tu vois, les gens, ils n'aiment pas faire mal aux gens. Enfin, la plupart n'aiment pas faire mal aux gens, donc ils vont te donner des trucs. Ah, si, en fait, c'était peut-être intéressant parce que, bon, faut essayer de voir le retour. Mais non, tu connaîtras. Enfin, à un moment, il n'y a que 24 heures par jour, donc voilà. Alors, du coup, pour poser la question de manière un peu provocante, Ouais. est-ce que tu penses que tu es parmi les meilleurs codeurs de Red Hat? Ah, Ou est-ce qu'au non. final, il y a des gens qui sont sur des grades inférieurs, ou plus jeunes, plutôt pour le dire comme ça, qui sont de meilleurs codeurs que toi? Ouais, bah, tu vois, le mec qui lead GCC, je sais pas faire ce qu'il fait. Donc déjà, il y a des spécialités différentes. Hmm. Ensuite, il y a même dans ta spécialité à toi, tu vois, Quarkus, par exemple, on était deux co-leads. Et mon co-lead, il était plus sur la couche basse. Donc, lui, il pouvait t'expliquer pour le coup comment marche un switch, le réseau, etc. Et moi, j'ai beaucoup travaillé la pureté des API, l'expérience utilisateur, etc. Du coup, on se complétait pas mal. On se parlait 3 fois par jour. euh, et on se déléguait les choses, quoi. Du coup, à un moment, chacun sa spécialité. Et donc, non, je crois pas qu'il y ait de meilleurs codeurs. En fait, c'est pas le super-héros que tu as expliqué en introduction. En fait, ça n'existe pas vraiment. C'est juste quelqu'un qui accepte de prendre un rôle différent et qui pourrait rendre la plupart des autres très malheureux, en fait. Donc, enfin, je sais que tout le monde veut être monté en grade ou être promu, etc. Mais moi, il y a un moment où, justement, quand je suis devenu Distinguished Engineer, ça m'a vachement apaisé là-dessus. Et après, moi, le premier conseil que j'avais sur les gens qui disaient je suis ambitieux, c'est ok, mais c'est pas le même job, quoi. Donc peut-être que tu vas l'aimer, mais peut-être c'est pas le moment aujourd'hui. Peut-être c'est le moment, peut-être c'est pas le moment, et ça sera peut-être le moment dans 5 ans, ou ça sera peut-être le moment jamais, quoi. Enfin, moi, je le vois vraiment comme des jobs assez différents, en vrai. Ouais. Comme Euh, CTO versus, je sais pas, front-end développeur, quoi. ouais. Tu peux le faire, mais t'es pas. Je sais plus, c'est pas Sylvain qui disait, faut être. Si, c'est ça, c'est Sylvain qui disait, il faut quand même avoir touché un peu à tout. euh, et après, évidemment, tu vas pas être expert, donc il va y avoir des gens qui vont être bien meilleurs que toi à faire un truc rack, mais tu auras réussi à écrire le truc du début à la fin, en tout cas dans l'approche POC. Ouais. A priori, il y a pas, enfin, tout le monde n'est pas Distinguished Engineer chez Red Hat. Vous êtes assez peu nombreux, je ne sais pas combien vous êtes, mais est-ce qu'il y a une forme de solitude? Tu vois, est-ce que tu as t'as des pairs avec qui tu peux échanger sur ce rôle-là, sur les difficultés, sur comment. Ouais, c'est une bonne question. Donc, il y avait pas. En fait, ça a vachement évolué en 10 ans pour nous. Euh, Avant, Distinguished Engineer, c'était t'étais le meilleur, pour le coup, le meilleur dans la partie avant droite de GCC, tu vois. Donc, genre, tu avais 10 lignes de code dans le kernel Linux et c'était toi l'expert. Donc, c'était juste vraiment une promotion, au sens tu gagnais plus d'argent. Et puis, ils ont voulu créer une notion de communauté pour que ces gens-là se mettent à travailler ensemble et prennent la stratégie proposée par les execs. Alors, déjà, peut-être en proposent en partie, mais surtout la prennent et essaient de l'appliquer ou dire quand ça va pas de sens, etc. Donc, de faire un retour à ce niveau-là. Et pour ça, tu peux pas être tout seul. Il faut une espèce de communauté des gens qui ont cette influence sur différents îlots de cette boîte qui est grosse, quoi. Du coup, ils ont créé cette communauté et du coup, l'objectif enfin, comment tu es promu a aussi évolué. C'est-à-dire qu'on voulait plutôt des gens qui étaient capables de travailler en équipe, d'être curieux et d'aller au-delà de ce qu'ils connaissaient. Donc moi, d'aller au-delà du middleware pour essayer de faire le lien, par exemple, entre Kubernetes et le middleware. Voilà. Donc il y a ça. Et puis,
Après, c'est surtout la solitude, elle est plutôt quand tu leads un projet et que tu es vraiment tout seul. Du coup, à un moment, un peu comme je disais, il y a les silos avec des choses qui sont pas faites. Il y a aussi, à un moment, des décisions où les silos de décision, bah, il y a des trous et tu es censé être t'es le catch-all. Mais t'es qu'une seule personne et t'es expert en moins de choses, quoi. Du coup, c'est là bah, c'est des boulots un peu difficiles parce que tu es là, tu dis, bah, je sais pas, moi, fondamentalement. Donc, tu essaies peut-être de rationaliser un peu les choses, de déléguer le plus que tu peux, etc. Mais à un moment, voilà, il y a la solitude de où est-ce qu'on va en prendre telle décision ou telle autre. Ok. Après, quand tu es co-lead, c'est très compliqué aussi, mais c'est une force Ouais. dans ces situations-là. Euh, pour terminer, qu'est-ce qui te fait avancer aujourd'hui? Et est-ce que sur toute ta carrière, ça a toujours été la même chose ou est-ce que ça a été en fonction des moments des différentes choses? Non, enfin, je suis resté dans la même boîte longtemps, mais c'est des jobs qui ont vraiment évolué, des domaines qui ont un peu bougé. Je suis resté dans le middleware, mais tu vois, j'étais contributeur sur le modèle, enfin l'Object Relational Mapper. Ensuite, j'ai fait des specs au sens JCP, quoi, des specs publics. Ensuite, j'ai commencé à définir la stratégie data pour le middleware. J'ai écrit là où on devrait aller. J'ai essayé de lancer ce produit-là et au final, tu vois, j'ai appris un truc, c'est que si tu ne demandes pas aux bonnes personnes qui ont les pouvoirs de décision avant de travailler pendant des mois et des mois, ben, tu peux être hyper déçu à la fin. Donc là, tu apprends ça. Du coup, là, tu as des moments où tu es usé. Tu es là, tu dis à quoi bon? Donc tu dis, je pose madame, je cherche autre chose. Voilà, tu as forcément ça. Après, moi, j'ai eu la chance de trouver des rebonds qui font que c'est vraiment du. Je sais pas si c'est de l'opportunité. Enfin, si, il y a l'opportunité de prendre la balle au bon, mais bon, la balle, il faut qu'elle. Il y a des situations, quoi. Et ça, bah, il y a un peu de la chance. Ouais. Ok. Et donc toi aujourd'hui, ton moteur, c'est ta curiosité, c'est Ouais, ton envie d'en savoir toujours plus, c'est ouais, c'est ça. Et l'envie il y a d'impact. construire. Ouais, construire. Bah, l'envie d'impact. En fait, c'est ça. À la base, je me suis dit, il faut que je fasse plus. En fait, je voulais faire plus, mais à un moment, effectivement, au niveau du code, avec un seul clavier, t'es limité. Et du coup, j'ai avancé comme ça. Donc là, j'ai l'impact que j'ai. Je suis bien. C'est plutôt, voilà, là, en ce moment, ce qui m'appelle, c'est plutôt construire. Quand t'es bras droit, enfin, quand t'es CTO ou bras droit, tu construis, enfin, tu fais construire ou tu fais faire des gens qui vont faire construire. Donc, il y a un côté un peu, comment ils appellent ça? Détaché, distancié, Ouais. désincarné. Non, c'est toujours pas, mais bon, c'est pas grave. Il y a un côté d'indirection, il y a un peu trop d'indirection. Donc il y a ce côté de construire quelque chose qui, je sais, qui là aujourd'hui me titille. C'est pas urgent, je l'écoute et puis voilà, on voit ce qui arrivera. Ok. Canon. Merci beaucoup Emmanuel pour Ben, cette merci à toi, discussion. merci de l'avoir fait cheminer. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions Ouais. rituelles du podcast. La Ouais. première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu voudrais partager à l'ensemble des Ouais. auditoristes? Je peux en faire deux? Tu peux en faire autant que tu veux. Ok. Le premier, c'est le Three Body Problem, le problème à trois corps. Alors, je sais qu'il y a une série sur, je sais pas quelle. C'est sur Netflix, je crois. Netflix, ok. Vous pouvez la regarder, mais vous pouvez aussi lire le livre parce que ça démarre pareil, puis après ça évolue. Et je suis en train de lire le livre. Et ce que je trouve vraiment. Bon, déjà, c'est très bien fait, très bien pensé. Et du coup, il a construit un truc qui fait qu'il peut continuer à parler de techno qui sont globalement existantes parce qu'il y a. Je vais pas spoiler, mais il y a un truc qui fait que même 100 ans dans le futur, ça va pas forcément super évoluer. Et surtout, c'est un auteur chinois avec la culture chinoise. Moi, je le lis en anglais là, mais la traduction, elle est. Ils font des petites touches quand il y a des choses culturelles chinoises qu'on n'a pas. Et du coup, moi qui étais biberonné en gros, aux US, UK et France, c'est hyper intéressant d'aller toucher ces autres choses-là. Ok. C'est le premier. Et le deuxième, parce qu'on parlait des soft skills, de discuter, il y a un livre qui m'a beaucoup influencé qui s'appelle Never Split the Difference. Donc ne coupez pas la poire en deux, mais c'est un négociateur du FBI qui a écrit un bouquin de négociation.
Et donc, c'est pas le truc un peu wishy-washy. Là, c'est des techniques assez spécifiques. Et c'est vraiment bien de voir comment tu peux influencer à différents niveaux. Il explique un peu, pas forcément les causes scientifiques derrière, mais c'est un mix entre pratique et... Alors, utilisez-le pour le bien, parce qu'on peut manipuler les gens un peu avec, donc faites gaffe. Voilà. Ça marche. Et tu recommandes même pas les cascodeurs? Ah bah si, ouais. Mais bon, Ouais, si, allez. Il sera de toute façon en description, bien évidemment. Quoi qu'il Ouais, arrive. on sait ça, il y a la vidéo, donc toi, tu vis depuis le plus longtemps, mais nous, on a démarré cette année, donc donnez-nous du retour là-dessus. Ouais. Canon. Et dernière question, qui est la plus importante de ce podcast. Tu es plutôt espace ou tabulation? Ouais. Alors, tu sais que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'en fait, je m'en fous ou pas de ça? Et en fait, je me suis dit, non, la vraie question clivante, c'est Vim ou IMAX. Et c'est clairement Vim. Ok. Et en fait, en vrai, je crois que je préfère les espaces. Ok. Donc, je suis pas comme Sylvain. En fait, je crois que ce qui m'embête, c'est la petite flèche qui est affichée. Voilà, je sais pas, ça me perturbe pour une raison ou une autre. Sur Vim ou IMAX, c'était quand j'ai commencé à lancer ce podcast et que j'ai essayé de trouver un gimmicks, il y avait effectivement la question de Vim ou IMAX. Mais en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'idées différents que je vois plus de gens utiliser du Visual Studio ou du JetBrains ou ce genre de choses. Ah ouais, mais... Que au final, Vim ou IMAX, c'est moins un choix binaire aujourd'hui, le choix d'IDE, que des espaces ou tabulation où tu n'en as vraiment que deux. Moi, un éditeur, s'il n'y a pas un mode VI, j'y vais pas. Hein. Okay. Du coup, VS Code, il y a VI, IntelliJ, il y a VI, bon, Vim, il y a VI. Du coup, c'est important. À un moment, donc j'étais à Devox et j'ai pris la machine de mon compère quand on a fait le deep dive. Bon, à un moment, il y avait des i et des machins qui se sont baladés quand je codais sur scène, quoi. Je vois. Top. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette discussion. Merci, c'était le top. Et merci à tous d'avoir assisté à cet enregistrement. Voilà, j'espère que peut-être qu'on a créé des vocations dans cet épisode, des gens qui ont envie de devenir Distinguished Engineer. Mais c'est pas un but en soi, donc ça se réfléchit. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à contacter Emmanuel si vous voulez en savoir plus sur ce métier-là. Ça fait aussi partie de ça. Il faut aller voir ses pairs pour voir un peu ce que ça peut être. Et si vous hésitez entre un rôle de Distinguished Engineer ou de CTO, vous pouvez venir aussi me voir pour parler de la partie CTO et voir un peu ce qui vous intéresse le plus entre les deux. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Je remercie aussi particulièrement Robin qui a mis un commentaire 5 étoiles sur Podcast Addict en indiquant super invités et super interview. Donc merci beaucoup Romain pour ce commentaire 5 étoiles. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.